Allez, les syndromes associés, donc là, c'est... Ah, mon ami, le 3PD. Alors, il a plein de noms en anglais, il en a moins en français, visual vertigo, motion sensitivity, ce que vous voulez. C'est les patients qui sont pas bien. Est-ce que je vous ai écrit tout ça? Non. On en a parlé hier. Ils sont pas bien dans la foule, ils sont pas bien dès qu'il y a du mouvement complexe autour d'eux, tout simplement. Donc, toutes les situations. Il n'y a pas beaucoup de bilan, hein. Alors, vous irez voir sur le site, vous tapez PPPD Criteria Barani, B-A-R-A-N-Y, et vous allez voir les critères spécifiques pour avoir un diagnostic. Bon, c'est pas parce qu'il ne rentre pas dans tous les critères que c'est pas de cette famille quand même, hein. Ça, c'est des critères d'ORL de diagnostic. Après, il peut avoir comme les Ménières, hein. C'est pas parce qu'il n'a pas les trois symptômes qu'il n'a pas un syndrome pressionnel qui est assimilé aux Ménières. Donc il y a aussi des symptômes qui sont assimilés au 3PD, fameux. Faut pas rentrer non plus dans la mode, je sais pas ce qu'il a, donc c'est un PPPD non plus, hein, mais vous vous basez sur les symptômes, en fait, tout simplement, c'est les doléances du patient. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Eh bien, on va le désensibiliser de manière progressive à ce mouvement complexe de la scène visuelle. Et alors là, en réalité virtuelle, on a exactement ce qu'il faut pour lui. Et on a beaucoup moins hors réalité virtuelle. Euh, donc, deux axes. Passif, ça va être la scène en mouvement avec une tête immobile, en gros, et active. Quand on bouge la tête, on a aussi un glissement de l'image, hein. Donc, on va garder ces deux axes de rééducation. En bilan, après avoir éliminé des déficits vestibulaires qui peuvent créer un PPPD, bien sûr, donc il faut toujours un bilan ORL et un bilan kiné précis. On va éliminer les causes organiques, tout ça. En général, il n'y a pas grand-chose, le plus souvent. S'il y a quelque chose, on va d'abord traiter ce qu'il y a. Et ensuite, on va devoir évaluer son degré de sensibilité à ce défilement, donc l'optocinétique et le flux optique. Et pour ça, eh bien, je vais vous encourager à utiliser soit la séance test qui est déjà mise en protocole, soit votre propre protocole avec une petite séance test, peut-être plus courte, peut-être plus lente, et en optocinétique et en flux optique. Et cette fois-ci, de noter, c'est là qu'il y a la petite note qui rentre, qui a vraiment son importance, de noter sa tolérance. Donc il n'y a pas, à mon sens, alors si on vous apportera sur un plateau, j'espère, avant la fin de l'année 2021, la possibilité de calculer le gain optocinétique en champ total, et peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a un déficit optocinétique en champ total sur ces patients-là. Peut-être pas, peut-être que c'est juste perceptif, la perception du mouvement, et que structurellement, sur le gain opto, il va tout à fait bien. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc là, je ne sais plus qui m'a demandé de tester un petit peu le masque hier. Ben voilà. Tu vas faire le patient parce que sur l'opto, ça a tout son sens de pouvoir tester un petit peu les sensations que ça crée et surtout sur une première séance. Alors, donc on va démarrer. C'est pas dans la partie bilan, hein, c'est dans la partie rééducation, l'opto. Si on veut même pas se prendre la tête, on va sur la petite loupe, on tape opto et on a l'optocinétique. Dans les protocoles, je vais cliquer sur protocole et je vais prendre la séance test. On va la lancer. On va avoir un rappel donc des paramètres qui ont été pré-réglés pour vous. Ici, voilà. Donc le choix, on en parlera en rééducation, le choix de l'environnement. Les arbres, c'est le plus cool et le plus facilement supporté. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par là. 4 degrés par seconde, c'est relativement lent, assez bien supporté aussi. L'inversion automatique, donc on va cliquer, il est précoché. Ça veut dire qu'au bout de 120 secondes, ça va changer de sens, donc ça va commencer à droite, puis ça va tourner à gauche. L'opacité, je vais vous le montrer en temps réel. L'audio, est-ce qu'il va y avoir du son qui va tourner? Oui, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, ça ne va pas modifier grand-chose. L'orientation, ici, comme c'est des arbres et un paysage qui tourne, eh bien, je ne peux pas le modifier, hein. Je ne peux pas mettre des arbres inclinés, ça serait un peu n'importe quoi. Ça te parle? Ce serait n'importe quoi. Paramètres de la session, le temps est limité, ça va durer 240 secondes. Donc vous voyez qu'à mi-parcours, au bout de 2 minutes, ça va s'inverser. Alors, j'en profite avant, excuse-moi, pour faire une petite parenthèse sur l'optocinétique, son historique.
et le pourquoi du comment. Donc l'historique très simple, Alain Berthoz, Le sens du mouvement, que je vous recommande fortement, chez Édile Jacob. Alain Berthoz, professeur au Collège de France, un des grands pionniers de la rééducation vestibulaire. Alors, c'est pas un rééducateur du tout, hein, mais parce qu'il a beaucoup travaillé avec Sémon à l'époque, et sur toute la perception du mouvement, qui voulait reproduire une expérience qui est faite avec un tambour de Barani. Je vous le rappelle, c'est un mur circulaire avec un moteur au-dessus qui est peint avec une bande noire et une bande blanche. Ça tourne et ça crée ce réflexe optocinétique. Donc il voulait reproduire ça à moindre frais, parce qu'au Collège de France, il n'avait pas le budget. Donc il a pris 2 saladiers qu'il a percés avec des trous et une ampoule à l'intérieur. C'est un super ingénieur aussi. Ça marche très bien. Et un petit moteur donc pour faire tourner tout ça. Ça coûte moins cher et ça marche pareil. Alors, il a donc aligné des trous, espacés d'un angle très précis, pour que quand il mettait sa boule à 2 mètres du mur, il la mettait bien au centre d'une pièce, à 2 mètres du mur de droite, 2 mètres du mur de gauche et 2 mètres du mur d'en face. Il aurait dû avoir un mur courbe, mais il n'y en a pas au Collège de France. Il avait à peu près la même largeur et le même espacement que les bandes de l'étude qu'il voulait reproduire pour faire d'autres mesures. Voilà la seule explication sur pourquoi les points sont alignés et pourquoi les points sont espacés de temps et de temps. Donc vous verrez d'aucuns vous dire l'angle entre les points est super important, l'espacement entre les points, il faut acheter telle boule et pas celle-là. Ça n'a aucune importance. Vous imaginez bien que si vous reculez ne serait-ce que de 4 cm votre boule, on n'est pas dans un contexte de recherche, l'espace entre les trous, il change, c'est de la projection contre un mur. Donc là, si je tire le vidéo proche, la taille de l'image ne sera pas la même, hein. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Et depuis, on s'est rendu compte que justement, pour le réflexe optocinétique, je vous en parlais, il ne faut pas aligner les points, mais faire un pattern aléatoire. Donc depuis Alain Berthoz, on s'est rencontrés plein de fois, y compris à Matera, en Italie, avec un superbe congrès. Si vous devez voyager un petit peu en Italie, Matera, c'est un endroit magique. Vous verrez, c'est la scène d'ouverture du prochain James Bond, c'est tourné là-bas. C'est un endroit incroyable, troglodyte et tout, c'est superbe. Et on avait fait un super congrès là-bas, merci pour l'invitation. Donc Alain Berthoz, quand il a testé les arbres, là, je lui ai demandé s'il avait dû concevoir l'optocinétique aujourd'hui, il aurait fait ça. Il m'a dit, il est équipé au Collège de France maintenant. Il m'a dit, c'est exactement ça. L'intérêt de l'optocinétique, c'est de reproduire un nystagmus physiologique qu'on appelle le nystagmus du train. C'est-à-dire qu'on voit un paysage qui défile, et non pas des bandes, et non pas des points lumineux dans une pièce noire, qui est super anxiogène d'être dans une pièce noire avec des points lumineux. C'est un paysage qui bouge, et un paysage, c'est chaotique, c'est pas aligné, sauf si on a vraiment un seul œil en 3D, et c'est tout le champ de vision. Donc, les arbres et les autres, la réalité virtuelle est parfaitement adaptée. Alors, il y a toujours des réfractaires, il y a toujours des gens qui utilisent encore leur boule d'opto, sûrement. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi. Et alors évidemment, moi j'ai un biais, hein, mais au début, je vous dis franchement, j'utilisais la boule d'opto encore. J'étais seul au monde à faire ça, donc je ne savais pas ce que ça allait faire à mes patients. Donc au début, j'avais une tendance à utiliser le masque pour les jeunes et la boule d'opto pour les patients plus âgés. Et puis l'ampoule de la boule d'opto, c'est la Technoconcept Amplifon que j'avais. C'est une ampoule de moto qui n'est pas hyper facile à trouver qu'il y a dedans, qui a lâché. Et donc, je l'avais commandée sur Amazon parce que je n'ai pas le temps d'aller la chercher. Et j'avais une dizaine de jours d'attente pour la recevoir. Donc, j'avais plus le choix. Et le jour où j'ai mis ce masque avec les arbres aux personnes âgées, j'ai vu tout de suite la différence. Ils me disaient tous « Ah, mais là, c'est joli. Là, moi, je vous avoue, dans le noir, je ne suis pas super à l'aise. Là, au moins, il y a de la lumière, je suis bien. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super bien toléré par les personnes âgées. D'abord parce qu'ils sont dans la lumière, parce qu'il y a du soleil, parce que c'est beaucoup plus agréable, et en même temps c'est beaucoup plus efficace, hein. J'ai mis les patients sur des plateformes statiques et j'ai vu l'impact postural qu'il y a sur une projection de points par rapport à le champ total en réalité virtuelle. C'est incomparable. Alors il faut être plus doux, puisque c'est plus puissant, d'accord, mais quand même on est sur vraiment une vraie stimulation du réflexe optocinétique. Si on veut faire du pseudo-optocinétique où on voit les arêtes des murs, on la recrée, pourquoi pas, mais enfin, quand on veut faire un truc, on le fait vraiment, quitte à faire plus court, mais le réflexe opto, il est beaucoup mieux simulé. Et la preuve que vous verrez au quotidien,
c'est qu'en utilisant une boule d'optocinétique et en faisant une rotation des points lumineux, personnellement et chez très peu de patients, ils vous diront c'est moi qui suis en train de tourner. La pièce ne bouge pas, mais c'est moi qui suis en train de tourner. Alors que là, avec les arbres, vous allez être surpris, c'est 95% des patients, au bout de 3 secondes, vont vous dire « Ah, mais en fait, ça ne bouge pas, c'est moi qui… » Surtout si vous le mettez sur une plateforme comme ça, où potentiellement dans sa tête, ça pourrait tourner. Si vous le mettez sur un… Mais même sur le sol, ils vont tous vous dire « Mais attendez, c'est moi qui tourne là ou c'est le… » Et c'est ça qu'on cherche, c'est la vection. Quand vous êtes assis dans le train, que le train d'à côté démarre, on a tous la sensation de reculer. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui l'aient et d'autres pas. C'est pareil avec l'opto. Si ça tourne dans un sens, on a tous la sensation de tourner dans l'autre. C'est une question de est-ce que votre opto est bien faite ou pas. La boule à facettes avec des points lumineux, honnêtement, c'est pas bien fait. Et si ça avait dû être fait aujourd'hui, ça n'aurait jamais été conçu comme ça. Il n'y a aucune justification, ni physiologique, ni thérapeutique pour ça, ni de tolérance, parce que je vous l'ai dit, je n'ai pas un patient à qui je ne pouvais pas le faire. Donc évidemment, comme toute nouvelle technologie, il y a toujours les réfractaires qui mettent du temps, mais en fait, tout le monde y vient. Il y a une étude qui a été faite auprès des kinés vestibulaires. Il y a 70% des kinés vestibulaires en France qui utilisent de la réalité virtuelle. Il y a une raison. Hein. Donc voilà, moi vraiment je considère… Alors ma boule à facettes, autant vous dire que quand l'ampoule est arrivée, elle est restée et puis je l'ai revendue. Donc j'ai fait, après j'ai dû faire 3 ou 4 ans de rééducation vestibulaire sans boule, avec que de l'opto, et j'ai jamais eu le moindre souci. Pour la petite histoire, j'ai eu 3 malaises vagos avec les pompiers au cabinet avec la boule d'opto, j'en ai jamais eu un seul avec la réalité virtuelle. Il y a mon expérience qui a joué. Au début j'étais plus débutant, donc c'est arrivé, ça n'arrivait plus. Ça peut tout à fait arriver, alors ça je vous le dis, l'opto, ça peut créer un malaise vagal, y compris avec les mêmes réglages, le même patient et la même séance que la fois d'avant. C'était la boule à facettes, j'ai pris les mêmes réglages que la fois d'avant. La patiente, ce jour-là, elle avait une tension basse, elle n'avait pas mangé, je ne sais pas pourquoi. Et pendant, j'étais à côté, boum, elle est tombée un malaise vagal. Bon, évidemment, ce n'est pas très grave un malaise vagal, mais voilà, il peut y avoir des réactions neurovégétatives assez fortes avec l'opto, donc soyez prudents. Et en réalité virtuelle, il n'y a pas de raison que ce soit plus puissant, et je vous avoue vraiment que les arbres, c'est beaucoup plus facile à supporter. Autre chose, pour avoir cette vection, il vaut mieux commencer lentement. 4 degrés secondes, c'est très bien. Attendez que le patient vous dise « là, c'est moi qui suis en train de tourner pour augmenter progressivement la vitesse ». Ça ne sert à rien à mon sens. J'ai vu la communication de Christian Van Eschel la dernière fois où il parlait de vitesse à 60-120 degrés secondes. J'ai jamais vu un patient qui avait une sensation de vection à 120 degrés secondes. On voit le truc qui tourne, mais on le voit tellement qu'on n'a pas l'impression de tourner. À 4 degrés secondes, vous l'aurez quasiment tous. Après, si vous commencez trop vite en horizontal, à 10-15 degrés secondes, vous ne l'aurez pas. Il vaut mieux commencer et accrocher l'œil sur la même vitesse à 4-5 degrés secondes, et après on augmente progressivement, et là l'œil va suivre. En vertical, c'est un peu différent. On peut aller beaucoup plus rapidement. On en reparlera. Et ben voilà, tu vas pouvoir venir. On va prendre une petite protection jetable. Et voilà. Donc ça, c'est Covid. Il faut bien sûr désinfecter la mousse entre deux patients. Ouais, faut la remettre après. Normalement, il faut laisser le produit virucide reposer une dizaine de minutes. Donc quand on vous livre le masque, on vous livre avec 2 mousses. Ça se descratche hyper facilement. Donc quand vous désinfectez, enlevez-la. Vous prenez celle qui est là depuis 20 minutes du patient d'avant, que vous avez désinfecté, vous la remettez. Et comme ça, vous laissez vraiment le masque désinfecté reposer, la mousse. Et vous rajoutez ces petites protections. Alors on peut rajouter des charlottes jetables, on peut vous en fournir, ça s'achète même sur Amazon, si on veut. On peut aussi changer toutes les mousses, y compris l'arrière et les côtés, avec des mousses lavables. C'est au choix, vous nous envoyez, et puis on vous dira un petit peu ce qu'on en pense. Donc là, on va faire juste la session de test. Donc, je vais allumer la manette parce que je vais m'en servir, voilà. Alors, ce que je demande le plus souvent aux patients, déjà on va recentrer, il sera bien, voilà. C'est toujours pareil, première expérience en VR, tournez un petit peu la tête, regardez autour de vous, vous pouvez vous retourner même. Déplacez-vous, voilà, retournez-vous complètement, regardez derrière, regardez en haut, regardez en bas, que le patient comprenne bien que ce n'est pas un écran, que c'est son environnement maintenant autour de lui. On va mettre le son. Le petit cuicui. Ouais. Allez, on va revenir.
Voilà, donc là, ça n'a pas vraiment d'importance d'être centré puisque ça tourne. Hein. Si ça devait défiler verticalement et qu'on se tourne, on va le voir en biais. Là, comme c'est une rotation horizontale, pas de souci. Allez, donc vous regardez droit devant vous et vous laissez vos yeux, vous regardez au loin. Et on démarre avec la barre espace, ou en cliquant sur démarrer, ou en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Et voilà. Et normalement, rapidement, le patient va vous dire « Ah bah oui, effectivement, j'ai la sensation d'être en train de tourner vers la gauche. » Voilà. Je ne l'ai pas payé, garanti. Donc j'imagine que si vous êtes équipé, vous avez essayé sur vous, ce qui est une bonne chose à faire avant de mettre le patient dedans, sur un peu tous les logiciels, on peut les tester sur soi, voir un peu jusqu'où vous pouvez aller si vous êtes... Moi je suis hyper sensible aux conflits visio-vestibulaires, donc je suis un très bon exemple pour tester et voir si les patients vont pouvoir supporter. Et ça, je peux rester assez longtemps. C'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant. Ça dépend des patients, bien sûr. Voilà, donc il va... Voilà. Donc voilà, vous voyez le décompte du temps en bas. 174, 173, là on va le faire manuellement, je vais changer de sens, tac. Alors au début, quand on change de sens, le patient va vous dire « Ah oui, effectivement, c'est le décor qui bouge », et puis au bout de quelques secondes, « Ah ben non, oui, c'est moi qui tourne ». Donc c'est normal qu'il ait la sensation de tourner en sens inverse, hein. Évidemment c'est logique. Quand je tourne ma tête à gauche, j'ai un glissement d'image du côté droit. Donc si j'ai un glissement d'image du côté droit, j'ai la sensation de tourner vers la gauche. Voilà, et on va le remettre dans l'autre sens. Non, ça va, ça va. Alors les pieds joints, c'est plus difficile, bien sûr. Voilà. Alors en vertical, je vais rester vraiment proche parce que vous allez le voir, on va l'enchaîner. En vertical, c'est notre paire de manches au niveau de la réaction posturale. Là, ce qui peut vous arriver souvent chez des patients un petit peu âgés, c'est qu'ils tournent avec. Alors vous allez les voir, ils vont vraiment, ils vont tourner avec parce que comme ils ont la sensation de tourner, bah, ils tournent, tout simplement. On peut les empêcher ? Oui, c'est mieux de les empêcher. Ouais. Donc on les attache avec des tendeurs, des sangles à cliquer, tout ce que vous avez dans le coffre. Non, normalement, il y a une légère latence du réflexe optocinétique. Il faut qu'il s'enclenche, entre guillemets. Donc on commence souvent par de la poursuite oculaire volontaire. Donc là, ça dépend un petit peu comment le patient regarde à l'intérieur. S'il laisse son regard dans le vide, il va avoir un réflexe optocinétique quasi instantané. S'il essaye de suivre un arbre, il va commencer par de la poursuite oculaire. Et ensuite, c'est le réflexe optocinétique qui va prendre le dessus. Pourquoi est-ce qu'il tourne au début et après il s'arrête? T'as une idée? Je pense que au début, il est vraiment... en fait, il va y avoir une réponse volontaire qui se rend bien compte qu'il est en train de tourner. Il y a quand même l'entrée podale, l'entrée vestibulaire qui va lui dire que tu es en train de tourner. Et le cerveau va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et va bloquer Oui, il y a un conflit, évidemment. Hein, là, il y a un conflit et donc il va le rattraper. C'est comme l'avant-arrière. Ils ne vont pas tous tomber. Au début, ils sont poussés. Puis il y a un moment où le cerveau dit « ça suffit là, hop, redresse-toi ». Pas chez tout le monde, hein, il y en a plein qui vont tomber. Mais voilà, il va y avoir une correction volontaire posturale pour éviter d'aller trop loin. On est bon, pardon, excuse-moi. Si tu veux garder le masque une minute, on va passer en vertical maintenant. Alors, ça ne fait pas partie du test. Comment tu as supporté de 0 à 10 ? Très bien, 10. Ouais. Hop, on va lancer une nouvelle séance d'opto, juste pour que vous voyez un petit peu, mais vous le savez déjà. La réaction posturale sur le vertical qui est vraiment beaucoup plus forte. Donc là, on est sur du niveau 4, je crois, de mémoire, à être en vertical. Alors, il y avait une autre question, pardon. On va commencer là. On cherche la vection. Alors, la question, c'est est-ce qu'on change de sens dès qu'il a l'impression de commencer à tourner, donc, ou est-ce qu'on le laisse dans ce phénomène de vection avoir la sensation de tourner? L'objectif, normalement, c'est d'aller chercher cette sensation de tourner, cette vection. L'idée globale sous-tendante de l'optocinétique, c'est quoi? Alors, attends, on va le mettre dans un environnement plus joli, parce que là, il est un peu dans le noir, et après, on peut discuter. L'objectif global de l'optocinétique, c'est de créer un conflit sensoriel,
où on va avoir une entrée, en l'occurrence visuelle, qui va dire « je suis en train de tourner » ou « je suis en train de monter ou de descendre », peu importe. Une entrée vestibulaire qui dit « mais non, je ne bouge pas » et une entrée podale, proprioceptive somesthésique, qui dit « non, je ne bouge pas ». 2 sont plus forts que 1. Donc le cerveau, au bout d'un moment, enfin c'est pas juste le cerveau, le système nerveux central, on va dire, va comprendre que l'information visuelle est erronée puisqu'il y en a 2 qui donnent une information contradictoire. Et donc va délaisser un petit peu cette information visuelle à force de se rendre compte que l'information visuelle est erronée. C'est ça le principe de base. Donc la vection, c'est exactement ce qu'on cherche. La vection, ça veut dire que l'information visuelle est suffisamment puissante pour dire au cerveau « je suis vraiment en train de tourner ». Et là, le vestibule dit « mais non, je suis silencieux, je ne bouge pas ». Et l'entrée podale dit « non, je suis silencieux, je ne bouge pas ». C'est pour ça qu'il faut bloquer le patient et pas le laisser tourner avec. S'il tourne avec, finalement, il a plus de conflit sensoriel, il tourne. Et donc, il faut le laisser en vection si tant est qu'il supporte cette sensation. Normalement, on la supporte bien en horizontal, ça ne gêne pas trop. Après, chez les PPPD, évidemment, vous n'aurez pas du tout la même sensibilité. Il y en a qui ne vont pas le supporter du tout. Donc, il va falloir commencer tout doucement. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, on va le faire là maintenant. Voilà, donc le laisser en vection les 2 minutes. Alors, pourquoi 2 minutes? C'est parfaitement arbitraire, c'est une session de test qui dure 4 minutes parce que je pense qu'à peu près tout le monde est capable de supporter ça, pas tous, et 2 minutes parce que c'est la moitié de 4 minutes. Voilà. C'est une session de test, vous pouvez vous amuser à faire un test sur 2 minutes avec une inversion au bout d'1 minute, ça paraît bien. Et il y a alors l'intérêt de l'inversion, c'est qu'il y a des patients qui supportent mieux d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, quand on pourra mesurer le gain, on verra peut-être qu'il y a une altération d'un côté et pas de l'autre. En vertical, on a une réaction posturale qui est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un peu le cervelet qui va guider tout ça. C'est des réactions de protection, en fait, qu'on a en vertical. Quand on a un paysage qui descend, ça veut dire qu'on est soi-même en train de monter. Quand on monte des escaliers, qu'est-ce qui se passe pour ne pas tomber? Où est le vide quand on monte des escaliers? Derrière. Donc on se penche vers l'avant. Donc vous allez voir que quand ça descend, il va se pencher vers l'avant. Inversement, quand on descend des escaliers, donc quand on a un paysage qui monte, ça veut dire que pour le cerveau, on est en train de descendre. Quand on descend, pour ne pas tomber, on a l'habitude, vu que le vide est vers l'avant, de se pencher légèrement vers l'arrière. Donc pour la même raison, vous allez voir que la réaction posturale est beaucoup plus forte. Et que là, par contre, s'il n'est pas dans un environnement sécurisé, c'est l'exemple de ma mamie d'hier qui va jusqu'à mettre la tête dans le mur sans aucun problème. Donc on perd ses repères, même avec la boule à facettes, ce n'est pas lié à la réalité virtuelle, c'est lié à l'optocinétique quand elle est bien faite. On a une réaction posturale qui est super forte et très rapide. Hop, voilà. Donc là, on est sur une vitesse plus élevée, beaucoup plus élevée. On est à 12 degrés secondes. Et on va voir, alors je me souviens très bien de mon père, donc kiné vestibulaire, qui me disait « mais moi l'opto, ça me fait rien, j'ai l'habitude, ça fait 20 ans que j'en fais, etc. » Je lui ai mis ça au tout début, c'était encore des bandes noires et blanches. Il s'est rattrapé à la table. Donc c'est pas une boule à facettes, c'est plus puissant. Oui, il y a une réaction posturale qui est beaucoup plus forte. Et alors surtout dans ce sens-là, où méfiez-vous, il y a beaucoup de patients qui vont tomber en arrière. Donc vous voyez que ça commence un peu à gigoter. Il n'est pas très sensible, très bien. Mais on sent qu'on est un peu quand même sur une correction constante pour contrebalancer. Il n'y a pas une réaction très forte. Un petit peu, vous voyez qu'il est en train de... Hop, il est un petit peu. Et puis justement, il y a cette correction qui fait que finalement, il tient mieux. Alors ce que je voulais vous montrer, je ne sais plus quel bouton c'est là-dessus, c'est l'opacité. Alors pour les PPPD, c'est un facteur qu'il va falloir utiliser beaucoup. On va remettre dans les arbres, ce sera plus visible. Ça va, tu tiens ? Hop. Ça doit être ça pour arrêter. Voilà. Bouton start là. Jusque là ça va. Alors vous amusez pas à faire ça avec un vrai patient. Alors là j'ai arrêté donc c'est bon. Mais à le laisser ne serait-ce qu'une seconde. Il y a de fortes chances qu'il tombe. Alors Optotri on va relancer avec les paramètres finaux de la séance précédente. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite comme ça. On va démarrer. Pardon. Voilà. Et je vais vous montrer ce paramètre qui est super important pour les patients qui ne supporteraient pas, même à 4 degrés secondes. Tac.
Voilà, un patient qui va vous dire oulala, oulala, oulala. Alors d'abord, vous pouvez commencer par réduire un petit peu la vitesse. Hop, c'est pas là, c'est là. Voilà. Et ensuite, le paramètre d'opacité, que vous voyez le curseur à 0%. Ah, il est là. Voilà, vous allez lui obscurcir en fait l'intérieur. Et là, il voit quasiment rien. Il voit un tout petit peu derrière le gris, là, on le devine en fait. Les arbres qui tournent un petit peu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'amener progressivement à supporter. Donc on a un facteur ici 64%, là il commence à voir un petit peu plus. Et puis on va aller jusqu'à 59. Et de séance en séance, eh ben, on va diminuer ce filtre d'opacité pour finir par 0% et il supporte. N'augmentez pas la vitesse avant qu'il soit capable de supporter 3-4 degrés secondes avec une opacité à 0. Ça ne servirait pas à grand chose. Voilà. Les anciens modèles étaient un petit peu plus serrés, mais les Vive Pro, on peut vraiment garder quasiment toutes les formes de lunettes, sauf vraiment très extravagantes. Alors, merci. J'en ai pas totalement fini avec l'opto, on va en reparler tout à l'heure. Non, on va peut-être finir sur l'opto d'ailleurs. On va voir aussi en rééducation, tant qu'on est sur le module, ce sera pas mal. Alors, l'opacité, oui, voilà, je voulais vous prendre l'exemple et après on fera la pause, on est déjà un petit peu en retard. L'exemple d'une patiente, c'était ici à Montpellier pour le coup, qui avait à peu près une demi-heure de route pour venir au cabinet. Pendant tout le donc elle avait un taxi médicalisé là pour venir. Pendant tout le trajet, elle fermait les yeux. Donc c'est pour vous donner le degré de sensibilité de certains patients qui vraiment le défilement c'est pas possible pour eux. Elle avait les yeux fermés pendant une demi-heure dans la voiture. Le défilement de la voiture en passager, alors en conducteur, j'en parle même pas, totalement impossible. Absolument pas impossible de lui faire de l'opto. Hein. Je lui en ai fait dès la première séance. Alors elle, je m'en souviendrai longtemps parce qu'elle pleurait quand j'ai arrêté et que j'ai pris ma retraite de kiné. Ça lui a vraiment changé la vie, mais alors vraiment, vraiment. Elle arrivait en me disant, j'ai ma fille qui se marie dans 6 mois, il faut que je danse. Elle tenait pas debout, elle supportait pas le défilement et tout. Elle a dansé en talons à son mariage. Donc ça, c'est vraiment ce qui est plaisant dans le métier de kiné vestibulaire, c'est que c'est vrai que kiné, quand on a une lombalgie chronique, c'est rare d'avoir des résultats spectaculaires, et puis c'est des patients qu'on garde longtemps. En vestibulaire, des fois, et ça arrive très souvent, hein, on change la vie des patients, mais super vite. Donc ça, c'est hyper gratifiant, on va dire. Donc c'est pour vous dire que même un patient qui est sensible à ce point-là au défilement, alors elle, c'est un PPPD au cube, hein, elle avait la totale. L'opto, c'est pas du tout contre-indiqué, au contraire, c'est le traitement de choix. Le tout, c'est d'y aller progressivement avec les arbres et elle, l'opacité, bien sûr. Je me souviens d'une autre à Paris qui avait été catégorisée agoraphobe parce que elle pouvait pas sortir de chez elle. Elle attendait, elle avait un chien, il fallait qu'elle le sorte. Elle attendait la nuit pour qu'il n'y ait personne dans la rue. Dès qu'il y avait du défilement, dès que ça bougeait, on a considéré qu'elle était agoraphobe. Pas du tout, elle était une vraie PPPD. Et première séance d'opto, alors ça arrive chez des patients, n'hésitez pas, c'est des patients qui sont hypersensibles à le faire assis, c'est pas grave, surtout chez ces patients-là. L'idée chez eux, c'est pas tant de diminuer l'importance de l'entrée visuelle et tout, ils sont pas forcément dépendants visuels, on en a parlé hier, c'est de leur améliorer la tolérance au glissement. Donc la réaction posturale, on verra plus tard, qu'ils arrivent déjà à supporter que ça bouge, que leur environnement bouge. Donc s'ils ont besoin d'être assis, ma patiente au taxi, les yeux fermés, et l'autre, alors l'autre, elle a pleuré à sa première séance d'opto, hein, de voir que ça bougeait, c'était insupportable, et elle a réussi à sortir son chien la journée et à reprendre une vie normale aussi. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce qu'au début vous vous dites ouh là là, elle supporte pas du tout, c'est juste une question de réglage. Vous mettez beaucoup d'opacité, vous le faites à peine visible, tout doucement, assis, en discutant avec elle pour la rassurer, avec une séance de 2 minutes. Pas de problème. 1 minute même, si besoin la première séance, c'est pas grave. Et de manière progressive, vous allez réussir à la désensibiliser. C'est de la désensibilisation, donc on y pense sur les allergies. Quelqu'un qui est allergique à l'arachide, on ne va pas lui faire manger une cacahuète. Ça va mal se passer, on va lui mettre une molécule. Et puis après 2, et puis après 3, et puis après 5. Donc dans tous les traitements des patients ultra sensibles, c'est exactement la même chose, il faut y aller de manière très 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 progressive. Et si ça prend longtemps, c'est pas grave. Le résultat, on l'aura au bout d'un moment, et c'est ça qui est important, c'est le résultat, c'est pas la durée du traitement. Voilà, alors on va explorer un petit peu les différents environnements.
À quoi ils servent? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt thérapeutique aux différents environnements? Non. C'est pour faire varier un petit peu, pour s'assurer que le patient ne s'habitue pas au défilement de cet environnement-là, comme les arbres par exemple, mais à un défilement chaotique de n'importe quoi qui passe dans son champ de vision. Donc, alterner de temps en temps. Ma pratique quotidienne, j'utilisais à 80% les arbres pour l'horizontal parce que la première expérience d'optocinétique, c'est la plus cool, c'est la plus facile à supporter. Quand le patient supporte bien les arbres, au bout de 3-4 séances peut-être, je vais passer en vertical parce que là, on travaille beaucoup plus sur le postural. Et donc, je pense qu'il y a une meilleure réponse du conflit sensoriel pour dire « attention, tu es en train de tomber ». Donc là, le cerveau comprend bien que l'entrée visuelle raconte n'importe quoi et on va avoir une meilleure action sur la diminution du poids de l'entrée visuelle. D'accord? Parce qu'il y a un risque de chute, entre guillemets. Quand ça tourne, finalement, s'il a juste l'impression de tourner, est-ce qu'on a une meilleure réponse? Aujourd'hui, je vous le dis franchement, hein, et Van Neschel en parle beaucoup maintenant, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait avec l'opto. Est-ce qu'il faut le faire en diagonale? Est-ce qu'il faut le faire en vertical? Est-ce qu'il faut le faire en horizontal? On est sur de l'empirique, on a un peu tous nos propres recettes, et puis tant que ça fonctionne sur nos patients, on est content, mais peut-être demain, avec le calcul du gain à l'intérieur du masque, on aura des réponses un petit peu plus précises. Quelle vitesse s'adapter à la tolérance du patient? Encore une fois, pour l'horizontal, on commence volontiers à 3-4 degrés secondes et pas beaucoup plus pour enclencher bien cette sensation de vection et après on peut augmenter progressivement. Donc cet environnement-là, c'est une sphère qui tourne. L'avantage de la sphère par rapport aux arbres, c'est qu'on peut l'incliner comme on veut. Voilà, donc là, on voit que ça tourne, mais donc avec le joypad, on peut l'incliner comme ça. Et alors, c'est n'importe quoi parce qu'il est par terre, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, on peut l'incliner en diagonale. Pourquoi travailler en diagonale? C'est pas un mouvement physiologique de l'œil, hein, donc j'aime pas trop. Moi, je travaille en horizontal ou en vertical. Des mouvements, quand on marche, on fait ça toute la journée. Donc et puis quand on monte en ascenseur en verre, c'est un mouvement qu'on est habitué. Quand on tourne la tête, on a de l'optocinétique horizontale toute la journée. On n'a jamais, sauf dans les manèges et en général, personnellement, je le fais plus, mais je fermais les yeux, on n'a jamais une scène rotatoire constante. Donc l'optocinétique rotatoire, il y en a qui aiment. Pour le mal des transports, c'est peut-être pas mal à faire parce que ça crée vraiment un trouble. Moi, au bout de 2 secondes, je pars en courant, hein. Je ne supporte pas le rotatoire. Il y en a qui le font. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que je ne le fais pas. Pour ces raisons-là, j'essaie de me mettre proche de la physiologie humaine des nystagmus et de ce qu'on est capable de rencontrer dans la vie quotidienne. Maintenant, voilà, pourquoi pas. L'optocinétique inclinée, je sais que c'est utilisé pour les émis négligents, d'un côté, et pour les pushers syndrome, il l'utilise en incliné. C'est Alain Yelnik à Paris qui a beaucoup travaillé là-dessus, avec Isabelle Bonan, qui est maintenant à Rennes. Voilà, donc la sphère, elle permet un petit peu de pouvoir modifier, de changer l'environnement. C'est de la 3D aussi, vous voyez, vous pouvez le mettre aussi en rotatoire, comme vous voulez, en changeant, et vous avez toujours l'opacité, la vitesse. Et alors voilà pour cet environnement-là. Théo, tu peux me trouver un petit endroit où il va quand même être capté un petit peu mieux? Juste le déplacer peut-être sous la base. Merci beaucoup. On va démarrer encore une fois, hop, l'opto. On va passer un petit peu comme ça sur les différents environnements. Celui-là, alors c'est le tambour de Barani. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas de tambour de Barani. Eh ben, on vous en a fait un quand même. Pourquoi? Pour des équipes de recherche. Honnêtement, je m'en suis jamais servi. Ça vient d'une communication de... C'était la Cour ou c'était Van Neschel? C'était Van Neschel. C'était la Cour, pardon. Alors ça, c'est plus pour la neuro. En fait, il y a des papiers qui montrent qu'il y a en gros deux aires l'optocinétique, si c'est des larges bandes dans un tambour de Barani, ou si c'est des très fines bandes, ça ne fait pas travailler le même hémisphère cérébral. Il y a un côté qui va traiter les images, en gros au niveau des aires visuelles, les images grossières, donc les larges bandes, et l'autre hémisphère va travailler les images précises au niveau de l'aire visuelle, c'est-à-dire les fines bandes. C'est ce qu'on appelle la fréquence des rayures ici. Donc suite à ce papier, comme on utilise l'optocinétique pour rééduquer aussi les AVC, notamment en héminégligence, eh bien je me suis dit, ok, autant pouvoir le cibler vers l'hémisphère qui nous intéresse, le côté de l'AVC. Donc voilà pourquoi ça a été créé. Je ne m'en suis jamais servi en rééducation vestibulaire. Vous pouvez peut-être essayer de vous amuser avec, pourquoi pas. Ça donne un cylindre qui tourne.
où on peut régler cette fréquence de rayon avec soit, vous voyez, très rapprochés, et si on change, ils seront très éloignés. Pourquoi pas noir et blanc? Parce que le contraste était plus pénible dans le masque entre le noir et blanc. Avec les lentilles, le noir et blanc, ça fait des diffusions de... Et voilà, celui-là était plus doux. Il n'y a aucun intérêt thérapeutique au changement de couleur. Donc voilà pour cet environnement qui est un petit peu anecdotique, plutôt travail en euros sur un hémisphère particulier. Si vous voulez savoir lequel est lequel à droite ou à gauche, vous retrouverez le papier. Les étoiles, on peut le faire en horizontal, bien sûr, mais moi je l'utilisais surtout en vertical. Mais on peut commencer la transition entre les arbres et le vertical par faire de l'horizontal avec les étoiles. On peut l'incliner comme on veut, c'est une sphère aussi, on peut le faire en diagonale, en rotatoire, comme vous voulez. La Station spatiale internationale. Alors ça, c'est suite à la rencontre de Thomas Pesquet. Non, je plaisante. Celui-là, alors c'est difficile de trouver un environnement où pour le patient, c'est pas n'importe quoi que ça tourne. Donc les arbres en incliné, ça marcherait pas quand même. On essaie toujours de... La station spatiale, oui, on peut flotter au milieu et qu'elle tourne dans tous les sens, ça choquera personne. Alors pourquoi on a fait celle-là? C'est pas pareil, et vous allez le voir. Alors essayez, c'est assez marrant. Merci beaucoup Théo. Essayez, vous verrez, c'est particulier. Si vous regardez les murs, le cadre de la fenêtre, vous allez avoir une sensation. Si vous regardez les étoiles qu'il y a derrière, vous allez avoir une autre sensation. Et c'est exactement pareil avec ça. Je vais le trouver, c'est la lettre Q. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de mettre un point fixe. On nous l'a demandé, on l'a fait. Personnellement, je n'utilisais pas. Quand on est même avec les arbres, avec n'importe quel environnement, quand on fixe le point, on voit que c'est derrière que ça bouge. Quand on fixe à côté du point, on a l'impression que c'est le point qui bouge. Donc en changeant comme ça la focale, entre guillemets, en regardant quelque chose de fixe et ça bouge au loin, ou quelque chose à côté de quelque chose de fixe, on n'a pas la même perception. Donc là, on est sur le perceptif de vection. Donc il y a des papiers qui montrent des intérêts ou pas de points fixes, etc. Bon, personnellement, je me suis pas focalisé là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire juste que je ne le faisais pas. Il est là, vous pouvez essayer. Donc c'est un peu pareil avec cette perception. Si on regarde de loin ou si on regarde proche, on va avoir l'impression qu'on tourne soi-même dans un sens ou que c'est le paysage qui tourne dans l'autre. C'est bien de varier aussi, probablement surtout sur les PPPD, de faire varier beaucoup les environnements, faire varier, vous fixez un point, vous regardez à côté du point, parce que dans la vie quotidienne, c'est n'importe quoi, c'est le chaos, quoi. Ça bouge dans tous les sens. J'avais encore un tout petit truc à montrer. Ah oui, si, pardon, si tu peux le relever. Alors, il y a un petit point. Il y a quelques rééducateurs qui aiment bien en optocinétique. Il faut rappeler que donc c'est un système physiologique qui vient en complément du RVO quand on tourne, etc. Donc, on a un petit peu de défilement optocinétique tout le temps, qui aime bien faire fixer des points aussi pour bloquer un peu le réflexe optocinétique de temps en temps. Alors, comment on va pouvoir lui afficher des cibles à toucher? Donc, il me disait, mais moi, avec l'opto avant ma boule à facettes, j'avais un pointeur laser et puis je pointais des points et je demandais aux patients de regarder là, de temps en temps pour bloquer un peu et revenir au système de vection. Arrêt, reprend. Sur les contrôleurs ici, c'est une fonction cachée, ça. C'est pour ça qu'on vous fait venir, c'est pour vous montrer des fonctions cachées. Je crois même pas qu'il y a dans le... Si. Je suis même pas sûr qu'il y ait dans le... Eh oui, si, il y a écrit, mais il n'y a rien écrit en fait. Ah si, laser, il y a écrit dessus. Il y a écrit dessus, mais personne ne regarde ces trucs-là. Donc en fait, quand on se met à côté du patient, si j'appuie là-dessus, vous voyez que j'ai comme un pointeur laser en fait. Donc je dis, regarde là, suis le petit point, suis le petit point, suis le petit point. Donc je me mets à côté du patient, il suffit que je pointe. Et avec mon écran de contrôle, je vois où je suis en train de pointer en fait. Là, je vois très bien. Je vous fais des cercles, je vous fais des ronds verticaux, voilà. Tu peux dans tous les environnements de l'opto ? Oui, ça marche dans tous les environnements. Allez, ça fait partie des fonctions que j'ai jamais utilisées. Mais si vous aimez ça, faites-le. On l'a fait, ça fait partie du développement collaboratif dont on parlera cet après-midi. Il y a quelques kinés qui aiment bien faire ça, ils nous le demandent. Franchement, pour nous, c'était pas grand-chose à faire, donc il y a des choses comme ça qui sont super faciles. Ça va prendre une journée, on le fait. Même si moi, perso, je m'en sers pas. S'il y a des kinés qui aiment bien, le but, c'est que les outils ressemblent à vous et à votre pratique et à ce que vous aimez faire.
J'ai presque fini avant la pause, Patricia. Je te sens trépigner, me dire, mais on n'en peut plus. Voilà. Alors ça, c'est pour mes nostalgiques de la boule à facettes, je les appelle. Donc pour répondre aux besoins de tous, ceux qui veulent continuer à utiliser une boule à facettes, je vous encourage à soit la vendre d'occasion, ça vous fera un peu de blé, soit à pas l'acheter, puisque vous avez exactement la même chose en réalité virtuelle. On l'a dit, le champ de vision à 110 degrés, on est largement sur de la vision périphérique. Donc il faut que quelqu'un arrive à m'expliquer l'intérêt d'une boule à facettes par rapport à la réalité virtuelle, surtout si on veut remettre dans les mêmes conditions. Et ça, c'est les mêmes conditions. Donc on va pouvoir régler l'espacement des points. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais l'espacement des points est important, alors qu'on n'a jamais un mur à 2 mètres, etc. Donc on l'a fait quand même. L'angle entre les différents points. L'intensité lumineuse, ça on ne peut pas avec une boule à facettes et c'est important. Quand on a un patient qui est trop sensible, on ouvrait un petit peu la porte pour laisser un peu de lumière dans la pièce. Donc là, on va pouvoir jouer sur l'intensité lumineuse de la boule à facettes. Et je changeais, moi, dans la boule d'Opto, les ampoules de base qui étaient beaucoup trop lumineux, on voyait trop les arêtes des murs. Et c'est pour ça que j'ai acheté mes ampoules de moto pour mettre une ampoule à plutôt 10 watts au lieu de 15 comme elle était fournie. La taille des points, c'est-à-dire la taille des trous de la boule, le diamètre. La lumière de la pièce, on peut allumer un petit peu une petite veilleuse. Je vais vous le montrer en vrai. L'environnement, est-ce que c'est une pièce comme vous pourriez avoir au cabinet, ou est-ce que c'est comme certains se sont pris la tête à faire et ont mis la main au portefeuille pour avoir ça, un mur hémisphérique. Bon, bah là, vous l'avez. C'est pas la peine de faire des travaux dans votre cabinet. On peut choisir, et donc on peut choisir même la taille de sa pièce. Alors c'est intéressant parfois d'avoir de l'optocinétique asymétrique, ou alors parfaitement carré, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, ce qu'on ne peut jamais avoir au cabinet. Donc voilà, vous pouvez choisir d'avoir un mur avant qui est à 3 mètres, un mur de gauche qui est à 1 mètre, et un mur de droite qui est à 4 mètres. Vous choisissez, vous construisez votre pièce. C'est un logiciel d'archi presque qu'on vous a fait en fait. Et voilà, et après évidemment l'orientation. Donc qu'est-ce que ça donne en vrai ? Ça donne ça. Tac. Alors oui, il faudrait, si quelqu'un peut monter le masque. Voilà, donc on va augmenter un petit peu la taille des points. Alors à chaque fois, il faut faire pause et relancer pour que ça se voit. L'espacement des points, vous voyez, quand je le diminue, l'espacement des points, bah voilà, on va le laisser comme ça. L'intensité lumineuse, alors là, il faut mettre pause et relancer pour... non, il faut ressortir. Bah, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Ah si, voilà, si, vous voyez, ça change. Ok. Alors, est-ce que tu... On va... Voilà, on est sur une sphère là ou pas? Je vois rien. Non. On va recentrer peut-être. Et on va éloigner le mur. Frontal. Elle est où? Vous voyez à quel point j'ai l'habitude, hein? Pourquoi ça change plus, la pièce? Non, mais je suis pas... Il y a un truc qui va pas, Théo. Tourne un peu le masque pour regarder. Alors avance un petit peu et tourne-le. Montre-moi un peu la pièce en tournant. Voilà, voilà, là on est bon. Là on est bon, laisse-le comme ça. Voilà, là on voit donc le mur arrière qui avance et qui recule. Ok. Le mur de gauche qui avance et qui recule. Et le mur de droite qui avance et qui recule. Ok. Hop, hop, hop. Voilà, donc on peut, comme je vous le disais, allumer un petit peu la lumière où là on verra bien les arêtes des murs. Parce qu'il y en a qui me disaient, mais moi mes patients quand même ça leur donne une petite, un point d'ancrage. Bon, on ne sait pas ce qu'on cherche avec l'opto, hein, donc normalement il n'en faut pas. Mais si vous en voulez un, vous pouvez l'avoir quand même comme ça, avec une pièce qui est, voilà, il verra les arêtes des murs et là ça reproduit à peu près ce qui se passe avec une boule à facettes traditionnelle. Donc si vous voulez reprendre la rééducation à l'ancienne qui a été mal faite parce qu'on ne savait pas et qu'on ne pouvait pas faire autrement, bah vous pouvez continuer à faire comme on faisait avant. Vous avez compris mon goût pour la boule à facettes, je crois. Non mais vraiment, hein, j'ai discuté très longuement avec Berthoz et il m'a dit il n'y a aucune justification physiologique à utiliser ça, aucune. Si ce n'est de faire une pseudo-rééducation optocinétique avec de l'optocinétique qui a été mal conçue parce que c'était les années 80. Voilà, on a vu tous les environnements. Il y a une question. Il y a moyen de rajouter un commentaire?
Toujours, toujours ici, on a mis la note et on a toujours ici, à la fin de la séance, la possibilité de mettre m'a rempli 3 sacs. La dernière fois, il n'en avait fait que 2. Donc ça veut dire que j'ai été trop méchant. Et quand je reviens sur cette séance-là, normalement, on voit bien qu'il m'a rempli 3 sacs. Ok. Ça apparaît dans le rapport. Alors, c'est la séance du 29 à 10h51. On va essayer. Opto. À 10h51, c'était ma séance. Ah bah non, elle est où? Non, c'est pas la dernière. C'est pas celle-là, je pense, où j'avais mis le commentaire. Attendez, j'y retourne. Le 29-01 à 10h51. D'accord, dans les rapports. Opto, le 29-01 à 10h51. Elle n'existe pas. Théo, help me please. Je pense que c'est celle-là. Je pense qu'elle a pris 7 minutes. C'est ça, elle a pris 7 minutes? Tu regarderas quand même, hein? Je veux bien. Export rapide en PDF. Alors, je sais qu'il y a une... on va voir si c'est celle-là. Dans l'exportation plus complexe, il y a une case à cocher, commentaire ou pas. Donc pour voir s'il apparaît. Mais normalement, il apparaît, je pense. Hein. On va tester en live. Attention, je pense que je vais me prendre tout ce que vous avez sur la table si ça ne marche pas. M'a rempli 3 sacs. Mesdames et messieurs, en direct, sous vos yeux ébahis. Par contre, le 10h57 et 10h51... ça, je vous laisse passer le week-end, mais croyez-moi, lundi, ça va mal se passer. Non, c'est l'heure à laquelle j'ai mis le commentaire, je pense. Non, même pas. Non, c'est un bug. C'est un bug. Ah, ça doit être le début. Ah oui, ça doit être le début. Il y en a un qui doit tenir compte du début et l'autre de la fin. C'est exact. Donc ça, c'est une petite boulette. C'est bien de faire des démos, on voit toujours les boulettes cachées. Les séances tests d'optocinétique et donc de flux optique. Alors, le flux optique, c'est la grande avancée de l'apport de la réalité virtuelle, en fait. Qu'est-ce qu'on vit au quotidien quand on marche? L'optocinétique, finalement, que ce soit boule à facettes ou défilement de paysages, alors oui, quand on tourne la tête, mais on n'a pas en général le temps d'avoir vraiment un réflexe optocinétique parce que c'est des petites amplitudes. Il faudrait s'amuser à tourner longtemps et à vitesse constante pour enclencher le réflexe optocinétique. Donc on a un glissement rétinien, oui, mais pas de réflexe opto, globalement. Vraiment qu'on tourne plus longtemps. Quand on regarde par la fenêtre du bus, du train, oui, on a un vrai réflexe optocinétique. Mais finalement, ce qu'on a toute la journée comme défilement physiologique, c'est quand on marche, et c'est ce qu'on appelle de l'optocinétique radiale, c'est-à-dire du flux optique, du défilement linéaire. Je marche, sur ma rétine périphérique, ça défile de manière linéaire. Et ça, on n'avait pas d'outil pour le reproduire. C'est d'ailleurs ce qui manque cruellement à tous les tapis de marche et de course, et qui en fait crée un gros conflit, puisque quand on court, on a un défilement linéaire assez rapide. Sur un tapis de course, on n'a pas ça. Donc on y travaille, hein, on va réussir à... Alors après, il y a des partenariats à faire, mais sur un tapis de course, il faudrait créer ce défilement, et c'est assez facile avec un masque de réalité virtuelle de se caler sur la même vitesse finalement. Donc, et là, on diminue les conflits. On ne sera jamais en conditions réelles, mais on diminue les conflits. Bref. Donc, ce défilement linéaire, il est important, et surtout chez ces patients intolérants au glissement, avec des éléments qui vont venir perturber dans un sens, dans l'autre, comme la foule. Mais donc, pouvoir reproduire ce flux optique, c'est important. Donc ça, c'est rendu possible grâce maintenant à la réalité virtuelle en 3D, notamment, avec ce défilement. Il y a différentes choses à dire. On a des prototypes où on a des caméras infrarouges à l'intérieur du masque. On ne les a pas sortis parce que ce n'était pas hyper satisfaisant, mais on y travaille et comme je vous l'ai dit, ce sera probablement avant la fin de l'année. On voit un beau nystagmus quand on a un défilement courbe. Vers la droite, par exemple, on a un nystagmus. Vers la gauche, on a un nystagmus. Vers le haut, même si c'est pas, ça tourne pas, mais si on est dans une courbe, on a un nystagmus optocinétique.
Donc ça, on garde ça en tête. Donc c'est bien de l'opto. Alors en linéaire, on n'en a pas parce que c'est symétrique des deux côtés. Mais par contre, on voit l'intérêt de ce type de rééducation chez les gens qui ont un PPPD et d'autres pathologies dont on parlera après. Pour créer un conflit sensoriel visio-vestibulaire et diminuer le poids de l'entrée visuelle aussi, bien sûr, c'est important, puisque c'est un réflexe qui est plus présent, c'est un défilement pardon, qui est plus présent dans la vie de tous les jours que l'optocinétique circulaire, ou même au bas. On ne monte pas dans un ascenseur en verre comme ça toute la journée. Par contre, on a du défilement radial toute la journée. Voilà, donc on va le faire maintenant en pratique. On va pareil, alors là, on part normalement... Non, on va le faire tout à l'heure en rééducation. Allez, ce sera mieux parce que... Donc pareil, il y a une séance test qui dure pas longtemps, qui est assez douce, à laquelle on va mettre une note. Alors en général, les PPPD, le flux optique, ils n'aiment pas du tout, du tout. Autant les arbres, ça va, autant les défilements 3D comme ça, ils n'aiment pas ça. Donc là, on va utiliser beaucoup d'opacité. Au début, pas de virage. Au début, c'est le tout droit. Vous verrez qu'il y a deux environnements, on en parlera après. Et puis, je vous montrerai comment l'adoucir un petit peu pour aller vraiment tout doucement. Surtout les changements de sens avant-arrière, où là, par contre, c'est pas hyper physiologique. C'est rare d'avoir un défilement dans l'autre sens. Ils n'aiment pas ça, mais c'est super efficace. C'est ce qu'on veut. Est-ce que l'environnement est randomisé ? Le flux optique ? Non. Pas randomisé, ça dépend de ce que tu entends par... Ah non, c'est vous qui le décidez. Il y a le linéaire tout droit, mais on va le voir en détail après. Il y a le linéaire tout droit et après il y a celui qui a des virages. Et c'est vous qui induisez les virages. Vous pouvez le mettre aléatoirement, 1 minute d'un côté, 2 minutes de l'autre. Ça change tout seul de direction ou alors vous le faites à la main avec le joypad. On va en parler en détail pendant la rééducation. C'est bon ? Ok. Donc les bilans pour les PPPD, l'AVD, actif et passif. Alors c'est pareil, on ne va pas trop regarder son acuité visuelle dynamique, mais un peu comment il se comporte et comment il ressent le fait de bouger très vite la tête. Et c'est là où on a plusieurs environnements derrière qui sont dégagés ou un peu plus avec des traits, et voir si avec des traits, par exemple, son acuité visuelle diminue parce qu'il est perturbé. Donc essayez de faire un bilan sans environnement derrière et un bilan avec un environnement. Vous l'avez vu hier, on peut changer les environnements dans la... Alors vous faites ça en rééducation, dans le module rééducation dans le masque, parce qu'à l'écran vous verrez rien. Donc vous utilisez le module rééducation dans le masque, et vous regardez un petit peu comment il ressent les choses et comment il perçoit les choses. Ok, donc n'utilisez pas la fonction bilan, mais bien la fonction rééducation. Ce qu'on cherche à voir, c'est du perceptif, c'est comment il se sent à tourner la tête rapidement sur des amplitudes, quand il n'y a pas d'environnement, et quand il y a un environnement, est-ce que ça le perturbe ou pas. Ok ? Un test d'organisation sensorielle, alors c'est, encore une fois, la dépendance visuelle telle que définie n'est pas forcément corrélée, elle est souvent corrélée, il y a souvent une dépendance visuelle chez ces patients-là, mais on est d'accord que tel qu'on évalue la dépendance visuelle dans l'EquiTest ou dans le CTSIB, c'est une image qui ne va pas bouger. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas du tout la même chose que l'optocinétique. Il y avait un fabricant à l'époque qui avait mis sur le marché une plateforme dynamique où on mesurait la dépendance visuelle avec une boule à facettes. C'est bien le seul au monde à avoir fait ça. Logiquement, ce n'est pas du tout censé être fait comme ça. J'aurais préféré qu'il appelle ça la sensibilité au mouvement. Et là, c'était tout à fait justifié. La sensibilité au défilement, oui, avec de l'optocinétique, on la teste. Par contre, la dépendance visuelle, telle qu'elle est renseignée dans tous les papiers dans le monde, non. C'est une image asservie. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, il est possible qu'il ne soit pas plus perturbé que ça, avec une image qui bouge en même temps que lui, une image asservie. Par contre, qu'il soit très perturbé à un défilement type optocinétique. Pas tout à fait la même chose. Si le patient est instable, en plus, un PPPD, il y a postural dedans. Donc, c'est souvent des patients instables aussi qui ne sont pas bien. Donc, l'intérêt des limites de stabilité, des mesures de limites de stabilité dans les bilans. Alors, je vais vous prendre l'exemple. Notre directeur commercial aux États-Unis, sa femme a un PPPD bien cogné. Elle est dans le New Jersey, dans le centre de rééducation, et je vous jure que c'est vrai. Pour la rééducation, donc une clinique de rééducation, il lui demande de se mettre, c'est des portes vitrées sur la clinique, elle se met devant les portes et elle regarde les voitures passer. C'est pour vous donner une idée du niveau de la rééducation vestibulaire aux États-Unis et dans le reste du monde.
Et je vous garantis que ça, c'est grâce à Sémon pour une immense majorité, parce qu'il a impulsé de se focaliser sur la rééducation vestibulaire, il a développé, il a formé. Je suis vraiment en désaccord avec lui sur plein de points de rééducation, mais il a eu cette démarche, en tout cas, qui a fait qu'on a une vraie communauté de rééducateurs vestibulaires en France, avec très active, avec des congrès, avec plusieurs sociétés savantes, et avec une multitude de rééducateurs qui sont pointus en termes de connaissances et de techniques de rééducation. On est à peu près le seul pays au monde à avoir ça. Et dans tous les autres pays, non seulement ils ont souvent une bonne quinzaine, vingtaine d'années de retard sur les prises en charge des patients, mais il y a très très peu de kinés vestibulaires. En Italie, je pense qu'il y en a. Alors, Andrea, c'est un très bon exemple de ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Belgique. Ils sont très bons aussi, hein, ils sont super équipés et il y a beaucoup de rééducateurs vestibulaires, même en pourcentage plus qu'en France. Mais donc, dans les pays frontaliers, il y a quelques kinés qui ont été formés en France et qui font de la rééducation vestibulaire. Mais la plupart du temps, c'est à l'impulsion d'un médecin ORL spécialisé dans les vertiges et qui va rencontrer au détour d'un congrès ou d'une connaissance un kiné. Et il va lui donner le virus de la rééducation des vertiges et le kiné va aller bosser avec l'ORL et va s'auto-former un petit peu et va s'occuper des patients finalement. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Ça se passe comme ça en Turquie aussi. Ils essayent de trouver des kinés, ils ont beaucoup de mal. Donc parfois c'est même l'assistante, la secrétaire qui fait la rééducation. Ils les forment comme ils peuvent. Ah oui, alors il y a un autre métier dans le monde qui n'existe pas en France, c'est l'audiologiste. Il s'occupe de l'audition et de l'équilibre. Il n'est pas médecin, ORL, mais voilà, les audiologistes aux États-Unis font des épreuves fonctionnelles vestibulaires, par exemple. Et en Turquie aussi, c'est pareil. Et donc, eux, parfois, ils font un peu de rééducation. Mais voilà, donc, je vous dis, vraiment, en France, on est super bien lotis pour ça, et on est vraiment au taquet en rééducation vestibulaire. Donc, c'est très bien, cocorico. Donc, l'optocinétique, par exemple, la boule à facettes, j'en ai pas encore vu une seule aux États-Unis. Et j'ai visité quand même, j'y allais quasiment une fois par mois, j'ai vu beaucoup de centres de rééducation. J'ai jamais vu une boule à facettes. Pour eux, c'est... en Australie, pareil, Margie Sharp, là, quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais ça, c'est des hautes technologies, on n'a pas ça du tout. Je dis, mais tu fais quoi? Bah, j'entraîne mes patients à mettre des assiettes dans le lave-vaisselle. C'est de là que vient l'exemple. C'est vrai. Ils ont un ballon, de la mousse, et voilà leur rééducation vestibulaire. Je dis pas que ça marche pas, hein. C'est super de faire bouger la tête, bien sûr, mais on a des outils un peu plus puissants qui, à notre sens en tout cas, et puis nous les kinés vestibulaires en France, on regarde les nystagmus de nos patients, on a au moins des caméras infrarouges. Aux États-Unis, j'en ai vu très très peu, les ORL et les audiologistes en ont, mais les kinés vestibulaires, pas vraiment, hein. Donc c'est difficile de rééduquer une névrite si on ne regarde pas son niveau de compensation, ne serait-ce qu'en début et en fin de séance, quoi. Au moins en début de séance, on regarde sur son nystagmus. Bref, donc la rééducation, je vous l'avais dit, actif-passif. Passif, tête immobile, panorama en mouvement. Donc très progressif en fonction des tests joués avec l'opacité, bien sûr, je vous l'ai montré. Et c'est là où je vais vous parler un petit peu plus du flux optique pour vous montrer un petit peu les différents réglages. Et tout ça. Alors, hop, flux. Est-ce que quelqu'un veut tester, n'a pas eu l'occasion de tester et a envie de se lancer sur le... Bah, viens. Sur le flux optique. Pour que je puisse continuer à parler dans le micro pour les besoins de Théo et d'enregistrement audio, est-ce que, Philippe, tu peux sécuriser notre patiente du jour? Alors, un petit masque papier. C'est des nouveaux accessoires de mode, hein. On est bien d'accord. Alors c'est là, alors avec le masque papier, c'est encore plus important de ne pas commencer par l'arrière, parce que si on commence par l'arrière et qu'on glisse le masque, bah là, le masque de Batman, il disparaît, hein. Donc il vaut mieux directement le poser sur les yeux, tac, et une fois que c'est bien calé, j'ai perdu mon motion, ça, voilà, et là, on va, pardon, c'est bon? Ouais. Ouais, alors on considère que ça, c'est peut-être pas... Bon, si on est proche du patient, oui, mais oui, évidemment, ça crée des soucis.
Il faut vraiment le glisser sous les lunettes normalement, mais on aura quand même de la buée. Bon, il y aura de la buée, hein. Voilà, il y a des petits sprays, ou alors on crache dedans et on nettoie. C'est super pour le Covid, ça. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a comme réglage? Donc là, j'étais sur une séance test. On a deux environnements. Un simple, c'est linéaire, on ne peut rien y faire, c'est un couloir. C'est plutôt un tunnel version Star Wars. Et on a l'avancée où lui, on va pouvoir gérer des directions et avoir une réaction posturale super intéressante. Donc le simple, il n'a pas de sillon, c'est toujours le même. Le filtre d'opacité, on en a parlé, c'est exactement comme pour l'opto. La vitesse, on va la régler au fur et à mesure. La version automatique, on peut la programmer ou non. Alors quand on la programme, vous allez voir que la durée du flux avant et la durée du flux arrière, c'est important parce qu'au début, on ne l'avait pas ça dans les anciennes versions. On faisait une inversion automatique, genre toutes les 2 minutes par exemple, ça changeait de sens. Sauf que ça reste 2 minutes en sens inverse. Alors pour quelqu'un qui n'est pas bien dans le train quand il est assis à l'envers, c'est intéressant. Mais si on veut se rapprocher de la physiologie et diminuer une dépendance visuelle, un PPPD, etc., le défilement dans l'autre sens, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas bien. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. On cherche à traiter son défilement. Donc, tant qu'à faire, si l'inversion de sens est intéressante, vous allez le voir, la réaction posturale est assez surprenante. Mais il vaut mieux, comme ce n'est pas physiologique de marcher en sens inverse, le défilement en sens inverse, il vaut mieux le mettre relativement court. Donc par exemple, ici c'est un bon exemple, je ferai 100 secondes dans un sens et je ne ferai que 10 secondes en sens inverse, et hop, ça repassera. Donc on aura un défilement physio et de temps en temps un léger changement de sens, et hop, on repart. La rotation. Alors la rotation, on l'a demandé, on l'a fait. Je ne l'ai jamais utilisé, et pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué maintes et maintes fois, je ne le ferai jamais. Ça fait tourner l'environnement en plus. Voilà, donc toujours pour des mêmes raisons de pour moi c'est pas physiologique et l'œil déteste ça, et moi je déteste ça, donc je suis sadique et fourbe, oui, mais je fais pas mes patients ce que j'aimerais vraiment pas qu'on me fasse, et ça je supporte pas, donc je le fais pas. Voilà. Maintenant, j'ai une copine à Paris, celle qui a repris mon cabinet d'ailleurs, on l'avait enlevé, qui m'a dit pourquoi t'as enlevé la rotation, je m'en sers tout le temps. Je dis ah bon, oui, bon, ok, donc on l'a remis. Certains le font et je ne critique pas, chacun ses protocoles. Elle aime bien, elle le fait, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a qui le font. Je ne juge pas, je le fais pas, c'est tout. Donc vous pouvez vous amuser à faire tourner le tunnel si le cœur vous en dit. Prévoyez la bassine quand même, hein, chez certains. Moi, le premier. Et direction aléatoire, c'est pour l'autre. Donc on le fera après. Allez, on lance. Voilà. Toujours pareil, on aime bien demander aux patients de tourner un petit peu la tête, de voir ce qui se passe, d'explorer l'environnement. Alors vous le voyez, pour augmenter un petit peu l'effet 3D aléatoire de choses qui nous arrivent un petit peu dans la poire, bien que ça n'arrive pas en fait dans la tête, hein, on n'a pas besoin de les éviter, on vous a mis des petits astéroïdes en plus. Bon, il y a une lettre dans les raccourcis qui est toujours la même, qui est la lettre Q, c'est pas un choix volontaire, je vous assure, qui est pour afficher ou supprimer des choses. Donc dans l'opto, c'est le point blanc, le gros point circulaire, et ici, ça va être pour enlever les astéroïdes. Pour un PPPD, je vous conseille fortement les premières séances de les enlever, parce que ça donne un effet 3D de défilement qui est beaucoup plus puissant. Donc on sent les choses arriver, donc ça, on est un peu dans le cadre de la foule. Si vous voulez commencer tout doux et être gentil avec votre patient, vous les enlevez. Ce sera mieux. Et vous mettez même un petit peu d'opacité. Donc filtre opacité, hop, on va masquer un petit peu et commencer tout doux. Bon là, voilà. Donc je vous conseillerais vraiment du 0,4, 0,5. Il y en a un qui est écrit en pourcentage et l'autre qui est écrit en 0,5. L'homogénéité. C'est la fastidiosité du quotidien, ça. Voilà. Donc on met un petit peu d'opacité. Voilà une bonne séance de démarrage pour un PPPD en rééducation. On voit comment il supporte. Okay, donc là, on a une jeune sportive. Donc on va pouvoir y aller à fond les ballons. Si je commence à 10 mètres par seconde en vitesse, quand je lance, c'est un petit peu progressif, c'est normal. Hein, c'est pour ne pas l'agresser direct. Tac, vous voyez que ça accélère. Voilà. Ça va ? Super. Donc on va pouvoir accélérer un tout petit chouille. Hop.
Voilà. Alors là, le défilement, autant pour ce qui est circulaire, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas dépasser une certaine vitesse, autant là, pour certaines pathologies, vous pouvez y aller. Le syndrome du défilement, on en parlera après pour le syndrome de l'autoroute, vous pouvez y aller. Hein. Quand on court, ça va vite sur les côtés. Et là, vous allez voir, quand je change de sens, j'appuie sur la lettre R comme reverse. En général, il y a une réaction assez spectaculaire. Bon, elle s'en fout en fait. Hein. Bon, voilà, elle fera jamais de PPPDL. Aucune sensibilité. Normalement, il y en a 3 sur 2, entre 2 et 3 sur 5 qui risquent même de tomber, hein, qui ont vraiment un ouf. Hop, on change de sens, et voilà, le réflexe, c'est de préparer. C'est vous qui changez de sens le plus souvent manuellement, ou alors vous regardez le compteur et vous vous préparez, ou alors aller dans un environnement sécurisé. Voilà, donc on voit quand même, hop, ça rechange de sens tout seul. Très bien. On va voir l'autre environnement. Alors je suis désolé parce que c'est pas tout à fait le modèle parfait pour vous montrer l'impact postural, parce que normalement les patients sont vraiment entraînés par les virages. Elle n'a pas l'air affectée, ou alors elle fermait les yeux et elle ne veut pas nous le dire. Voilà, alors, pardon, on va prendre un protocole 4. Là, je sais qu'on est dans le flux avancé. Là, elle est dans une espèce... Alors, je vais vous montrer, tiens, un petit truc que vous ne savez peut-être pas. Ouais, non, mais il y a des trucs cachés. Donc, quand je lance la séance, quand on est sur le menu ici, normalement... Alors, on est sur l'opto, là, pardon. Là, elle est dans une salle d'attente, entre guillemets, qui n'est pas faite par nous, qui est faite par le logiciel qui gère la réalité virtuelle. Si vous voulez voir ce qu'elle voit, ce qui est quand même intéressant parfois, vous avez la petite fenêtre dont je vous ai parlé, là, de SteamVR, qui montre que le masque est vu, la manette et les 4 bases. Vous avez en haut un petit menu, vous cliquez dessus, tac, et vous avez affiché la vue VR, c'est-à-dire ce qu'elle voit vraiment. Nous, on a le retour où on voit les réglages et tout ça. Sachez que son champ de vision est supérieur à ce qu'on voit à l'écran. Voilà, vous voyez, elle est dans la salle d'attente. Voilà ce qu'elle voit. Donc ça, vous pouvez garder cette petite fenêtre quelque part, et vous verrez ce qu'elle voit. Elle peut sortir. C'est joli, hein. C'est sympa. Alors on peut changer, on peut personnaliser ces environnements. Si vous êtes un peu geek et que vous voulez vous amuser pour vos patients, on peut changer les environnements. On peut aller saisir les petits objets là avec les contrôleurs, les balancer en l'air, jongler avec. On peut s'amuser dans la salle d'attente. Mais il faut lui donner un contrôleur, tiens. Voilà. Et elle peut après aller chercher l'autre, celui-là, et elle va pouvoir dessiner, voilà. Voilà. Et là maintenant elle peut dessiner, elle peut s'amuser. Alors avec la gâchette, je crois normalement. Avec ça, on peut changer la couleur. Enfin, on peut faire plein. Je crois qu'on peut changer la couleur de la girafe. Enfin bref, il y a plein de trucs marrants à faire, mais on n'est pas là pour ça. Je sais plus comment on peint avec. Voilà, c'est ça. Voilà, elle peut dessiner par-dessus et tout. Donc là, c'est la vue VR, c'est-à-dire ce qu'elle voit pendant la salle d'attente. C'est intéressant de la voir dans un coin de temps en temps, parce que des fois, le patient, il est dans le noir, vous ne le savez pas, il est en attente entre 2 logiciels. Là, au moins, vous savez qu'il s'amuse. Et vous comprenez pourquoi il est mort de rire, par exemple. Donc, on peut garder cette petite fenêtre, elle ne prend pas de ressources, c'est pas un problème. Voilà. Allez, on va lancer sur le flux. Le flux avancé, voilà, celui-là, donc c'est un peu le même principe, bien sûr. On va recentrer, tac, on va démarrer, parce que je sais qu'elle n'est pas sensible. Et voilà, alors là, vous avez donc ici les orientations. Les orientations, on peut les changer directement avec ça. Donc c'est là où on marque début sur FIFA. Hop, si je vais en diagonale vers le haut, vous voyez que ça s'est allumé. Si j'ai un écran tactile, j'appuie là-dessus. Et si j'ai mes flèches de clavier, c'est les raccourcis avec 7, 8, 9, 4, 5, 6 et 1, 2, 3. Donc le 8, c'est vers le haut, le 9, c'est en diagonale, enfin on suit la direction. Voilà, donc R toujours pour changer de sens. Ok, vup. Normalement on est aspiré. Je crois qu'on va devoir changer de modèle, ça va pas du tout. Et c'est un super travail postural, y compris pour les reprises d'appui en chirurgie, parce que quand on modifie, en fait, on induit un transfert de poids vraiment. Et la plupart des patients sont très sensibles. Il faut toujours un contre-exemple, sinon c'est pas drôle. Et on modifie vraiment les appuis avec ça.
Donc là, par contre, elle a un nystagmus. Et on pouvait vous le montrer, vous verriez que dans toutes les courbes, il y a un nystagmus. Et on peut mettre, on va enlever la version automatique, on peut mettre, donc on peut le faire tourner, la version automatique, et on peut mettre des directions aléatoires. Il faut sélectionner dans quelle direction on veut, et ça changera de manière aléatoire. Donc on peut toutes les sélectionner. Tac, 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 et même tac, je pense. Oh là là, Théo, you're my hero. Maintenir la direction, là ça va changer de sens toutes les 10 secondes. Alors toutes les 10 secondes, aléatoirement, ça va proposer une nouvelle direction. Ok, si vous ne croyez pas que ça change l'impact postural, mettez le patient sur des plateformes de force si vous en avez, et vous allez voir, vous, en direct, le transfert se faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est pareil là-dessus, vous pouvez aller sur des vitesses assez élevées. Ça ne gêne pas plus que ça, sauf au changement de direction. Les sillons, on peut avoir un tunnel parfaitement linéaire, où les sillons, ça donne une impression 3D aussi de défilement. On rajoute du défilement, en fait, en rajoutant ces sillons-là. Avant, on pouvait les régler, maintenant, on ne peut plus. Si tu as un problème, tu vois ça avec Théo. Non, on a complètement changé la structure et c'est devenu plus compliqué. En fait, personne ne changeait vraiment le... Donc, c'était une fonction... Merci beaucoup. C'était une fonction qui ne servait pas tant que ça et qui nous posait des problèmes de développement. Théo ne savait pas comment faire, en fait. Il est vachement... Non, c'est pas vrai. On avait un peu l'obligation de changer. Voilà. Maintenant, la rééducation inverse, c'est-à-dire tête en mouvement et panorama fixe. Oui, une question. Ah, pardon. C'est les paramètres qu'il y avait, ils sont reliés à la plateforme dynamique. En fait, là, on a un vrai gros conflit sensoriel, on est d'accord? On a un défilement alors qu'on ne bouge pas. Quand on induit une inclinaison, c'est uniquement visuel. Donc quand on est sur la plateforme dynamique, en fait, on peut corréler les inclinaisons du plateau avec les orientations visuelles pour diminuer ce conflit sensoriel et donc ne pas trop provoquer de troubles neurovégétatifs, mais se focaliser sur la réaction posturale. Donc ça veut dire que si je mets une inclinaison vers le bas, j'ai le plateau qui va s'incliner en même temps vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et le pourcentage que vous voyez, c'est est-ce que ça va s'incliner un tout petit peu juste, on rappelle que c'est un accéléromètre juste pour créer l'accélération, ou est-ce qu'on veut travailler un peu plus au niveau postural, et là on va vraiment l'incliner plus fortement. Le patient va devoir se tenir pour ces choses-là, mais on le verra dans la démo motion dans l'après-midi. Donc rééducation tête en mouvement, panorama immobile, on les a vus plusieurs fois ceux-là. Donc l'idée c'est de créer du défilement pour ce patient avec l'AVD, avec la coordination tête-œil et avec tracking cible. Je vais juste vous montrer un tout petit truc sur tracking cible. Je crois que je vous l'avais... Non, on en avait parlé mais je ne vous l'avais pas montré, donc je vais vous le montrer. Tracking cible. Hop. Peu importe, on va prendre un extrême, tiens. J'aime bien ce terme. Voilà, environnement détaillé, on a vu l'environnement tout à l'heure. Alors c'est pareil, on me demande mais pourquoi on est en hauteur sur des caisses, les patients ont peur de tomber. Au début on était dans un appartement, c'était un autre environnement, sauf que si on veut faire ça comme mouvement, il faut bien que les mouches soient en bas. Et on était limité par la hauteur du plancher et la hauteur du plafond. Donc des fois c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est pour ça que là, dans l'environnement, on est debout sur des caisses avec un plafond très haut. C'est parce qu'on peut vous mettre une mouche tout en bas et avoir plus d'amplitude sur le mouvement de tête. Voilà. Mais on a un environnement qui est simple. Où là, ça c'est pour en général les patients neuro entre guillemets aigus. Où là, pareil, on revoit cet environnement vierge où on a donc la possibilité de pouvoir réhabiliter un petit peu de mouvement de tête avec très peu de défilement. Donc pareil, pour les patients PPPD, on peut peut-être commencer par là et ensuite leur mettre l'environnement détaillé où là, quand ils bougent la tête, il y aura ce défilement. Parce qu'il faut y arriver, évidemment. Donc ça peut être une première étape, peut-être une ou deux premières séances pour l'approche, comprendre un petit peu, et ensuite lui mettre un environnement plus riche. Alors il y a autre chose, bien entendu, à faire, mais qui va venir un petit peu plus tard, quand le patient ira un petit peu mieux déjà. C'est le remettre dans des situations de vie quotidienne avec quelque chose de complètement chaotique, comme la foule. Donc un simulateur de foule,
et un simulateur d'escalator. Alors pourquoi l'escalator? Surtout pour comment ça s'appelle? Un tapis roulant en français. Ceux d'aéroport droit. Donc dans l'escalator, on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs hauteurs d'escalator et il y en a un droit. Et droit, on va régler le défilement la vitesse de défilement il y a 3 tapis, un au milieu sur lequel on est et 2 sur les côtés. On va régler la densité de la foule, combien il y aura de personnes, dans quel sens ils vont et à quelle vitesse. Donc là, on est un peu sur ce qui perturbe les patients. Alors on va tout de suite voir la foule. J'ai pas mal de choses à vous dire dessus. Alors c'est vrai que la foule, c'est pas le simulateur de foule, c'est pas un module qu'on utilise tous les jours au quotidien avec tous les patients, notamment les névrites, les VPPB, mais sur les risques de chute, sur les patients âgés, c'est très intéressant parce qu'ils ont souvent, à cause d'une dépendance visuelle, une petite forme de PPPD, même si j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément lié. C'est souvent des patients qui n'aiment pas être dans la foule. Et pour les PPPD, alors là, c'est parfaitement indiqué et c'est un vrai traitement de choix. Alors, on a différents environnements à vous proposer. On voit la preview ici. On a un magasin. C'est pas un supermarché, hein, c'est juste un magasin. Il n'y a pas vraiment de tâches à effectuer que de survivre, en fait. On peut se déplacer un petit peu pour s'éloigner du flux. Il y a un gros flux de personnes, de personnages. Donc on peut se mettre un peu à l'écart pour se reposer et se remettre au milieu. Les personnages vous évitent. Ils ne vous rentrent pas dedans. Et ils vous évitent avec une certaine zone de protection virtuelle autour de vous. Ça, donc la densité de la foule, on a un pourcentage ici, on va le mettre à 100%. Le rayon de la zone d'évitement. Donc c'est une bulle de protection virtuelle autour de moi. Est-ce que les sujets, les avatars vont venir? Ils vont me laisser 40 cm autour de moi, donc ils ne vont pas trop me croiser. Quand je le mets au minimum, j'ai vraiment l'impression qu'ils me rentrent dedans. En fait, ils s'arrêtent, hein, mais ils me contournent, mais très proches. Et là, alors notamment pour les PPPD, mais aussi pour les shooters qui ont l'impression qu'on leur rentre dedans, ça a un vrai intérêt. Voilà, donc le magasin, c'est un environnement un petit peu mixte où on peut s'éloigner un petit peu et se remettre dans le flux. Alors pour la petite histoire, si vous voulez vous amuser quand vous le faites vous-même, il y a quelques rayons, je vous laisserai les trouver, où il y a des produits, où on peut saisir les produits, un petit panier, on peut jongler avec les produits, on peut s'amuser. Non, j'ai lancé, pardon, je voulais vous montrer les autres environnements. On y retourne. En plus c'est super long. Hop, voilà, pardon. Alors full, tac, je les lance. Voilà, on avait donc le magasin. Ensuite on a, alors, le couloir. Alors le couloir, pour moi, en termes de densité de foule, faut comprendre qu'on a des limitations en fonction des cartes graphiques de vos PC. Si on voulait être au super top et vous faire des trucs hallucinants avec plein de monde, etc., il faudrait vous faire acheter des PC à 5 000 €. Bon, ce n'est pas l'objectif. On peut très bien traiter les patients avec ce type d'équipement sans aller vers le super réaliste. Donc on est limité en nombre de personnages différents surtout et en termes de volume. Donc pour pouvoir mettre beaucoup de monde, il faut un environnement clos. Pour pouvoir mettre moins de monde, on peut mettre un environnement plus large. C'est un peu la règle de la carte graphique, quoi. C'est pas exactement ça. Théo va me jeter des bananes, mais globalement, il y a un peu de ça. Donc celui-là, comme c'est un environnement étroit, on peut mettre beaucoup de monde. Au bout d'un moment, ils vont même se rentrer dedans. Et alors, ils attendent, hein, vous verrez, c'est assez réaliste. Ils ne se perforent pas, ils ne passent pas à travers les murs, contrairement à d'autres que j'ai pu voir. Non, ils attendent, et si vous vous poussez, il va passer. Donc, on peut avoir une seule personne, et on peut avoir... Là, c'est dense. On peut avoir beaucoup de gens, donc j'aime bien, en fin de rééducation, les mettre dans le couloir. Ils ne peuvent pas s'échapper, en plus, hein. On ne peut pas traverser les murs. Donc, c'est là où on va s'en prendre un petit peu plein la tête. Pour le couloir. Ensuite, on a un centre commercial en rez-de-chaussée. Alors là, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup plus d'espace. Ça, j'aime bien pour les shooters l'utiliser parce que c'est des patients qui vivent près des murs et ils ont toujours besoin dans leur tête d'avoir quelque chose auquel ils vont pouvoir se raccrocher. Or là, on est projeté directement au milieu. Donc, on est dans un espace libre. Une petite histoire, j'avais un patient qui avait une sclérose en plaques, qui a toujours fait ses crises dans un centre commercial comme ça. Personne ne sait pourquoi. Pareil, il devait se marier et danser, et il est venu en titubant, et je l'ai beaucoup rééduqué avec ça, et il a dansé à son mariage, et il était super content. J'espère qu'il va m'aider, parce qu'il est agent immobilier en plus, il m'a dit maintenant je t'en dois une.
Donc, centre commercial rez-de-chaussée. Donc, pour les grands espaces, c'est intéressant. Donc, voilà, faut varier, hein, c'est bien. Centre commercial, on a le premier étage, où là, on est aussi dans un couloir, mais le couloir est ouvert d'un côté. Donc, c'est un petit peu moins angoissant. OK. Ensuite, on a le métro. Donc ça, évidemment, quand on est à la campagne, bon, ça fait voyager, on a l'impression d'être à New York, c'est sympa. On est à New York, sauf que les annonces sont en français. D'ailleurs, tu me fais penser, Théo, faut pas oublier de remettre des annonces en anglais pour les États-Unis. Donc on est dans un métro new-yorkais, c'est super réaliste, hein. Là, franchement, c'est vraiment pas mal celui-là. Il y a 3 stations, je vais vous le montrer après, on va le faire. Il y a 3 stations, on attend dans la station, on arrive dans la station du milieu, donc on attend que le métro arrive. Le métro arrive, on rentre dedans, et on peut comme ça sortir quand on veut, rester dans le métro qui fait des boucles avec les 3 stations, la densité des gens, etc. On peut régler plein de choses. Et enfin, traverser la rue, parce que c'est une doléance assez régulière des patients de devoir traverser la rue. Pour info, s'il y a une voiture qui arrive à fond les ballons et que vous traversez la rue, la voiture s'arrêtera. Elle a un safety brake des voitures modernes, donc elle s'arrêtera et vous ne rentrera pas dedans. Voilà, alors on est confronté à plusieurs difficultés avec ces logiciels-là. Comment se déplacer, parce qu'on n'a pas la place de se déplacer dans le grand centre commercial dans notre cabinet. Comment se déplacer sans créer de conflit sensoriel, parce que ce qu'on appelle la VR sickness ou la cyber sickness, ce conflit sensoriel que beaucoup de gens ont du mal à supporter, notamment en réalité virtuelle. Je vous l'ai dit, hein, vous pouvez percer les ballons pendant 2 heures, personne ne sera jamais malade avec ça. Ce qu'on ne supporte pas, c'est le vrai conflit sensoriel visio-vestibulaire, c'est de se déplacer avec une manette, par exemple, alors qu'on ne se déplace pas vraiment. Donc ça, personnellement, j'y suis hyper sensible. Donc se déplacer avec un contrôleur, et surtout les rotations. Alors monter des escaliers en collimation en réalité virtuelle alors qu'on est assis sur son fauteuil, vous ne me le ferez jamais faire ça. Donc se déplacer avec une manette alors qu'on ne se déplace pas vraiment, c'est pas top. Donc comment ont fait les constructeurs au début? Ils ont décidé de faire un mode de téléportation. Alors c'est super intelligent, ça marche super bien. En fait, on pointe l'endroit où on veut aller, on lâche le bouton et touc, on y est. Il n'y a pas eu de glissement, donc il n'y a pas de sensation de mouvement. Et là, on peut se déplacer où on veut, on fait des petits sauts, touc, 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 touc. Et là, on supporte très bien. Il y a plein de patients qui ne comprennent pas ce mode de déplacement. Donc, on m'a demandé avec insistance de pouvoir se déplacer. Donc, on peut le faire maintenant avec ça. Si j'appuie vers le haut, je vais vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. Moi, je ne le ferai jamais, hein. Je ne supporte pas ça. Alors, pour traverser la rue, on peut en linéaire. Sur des déplacements linéaires, on peut, la plupart des gens vont bien le supporter. Pour finir un mouvement dans le métro, par exemple, pour monter dans le métro, on peut le faire. C'est pas gênant. Sur des petits déplacements, c'est pas trop gênant. Sur des déplacements latéraux, etc., il y a des patients qui vont dire « Oh là là, je suis pas bien ». Donc, évitez et favorisez la téléportation. Évitez les déplacements, sauf des petits déplacements, et surtout en ligne droite, ça va bien en ligne droite. Le flux optique en ligne droite, je le supporte très très bien. Même les virages, je les supporte. Par contre, si on me fait faire des rotations, ça va mal se passer. Tu peux lancer ? Yes. Alors ne vous étonnez pas, les patients vont se plaindre. J'ai le son, mais j'ai pas l'image. C'est normal. En fait, l'ordinateur calcule l'image longuement avant de vous le balancer, le son arrive avant. Donc voilà, là il y a plein de monde, vous voyez. Ils se promènent. Tu peux me donner le micro à main, s'il te plaît? Voilà, donc ils attendent, ils ont des attitudes, merci. Ils bougent un petit peu. Il est allumé. Oh, ouais, c'est bon. Et voilà comment se déplacer. Alors, soit je me déplace avec la manette ici vers l'avant, et je me déplace en appuyant, en laissant mon doigt appuyé et en tournant. Je ne vais pas le faire longtemps parce que je vous garantis que je ne finirai pas la journée si je le fais. Alors, je ne peux pas descendre, hein. On va essayer. Hop, je m'arrête là. Ok, j'ai le métro qui arrive, je vous laisse. Le métro arrive, je l'entends. Soit pour se téléporter, c'est le petit bouton qui est au-dessus, et quand je pointe, vous voyez là c'est rouge, je ne peux pas y aller. Là c'est vert, je peux y aller. Je lâche mon doigt, je vais me mettre juste devant la porte là. Je lâche, tac, je suis là. Et ça, je peux le faire pendant 1 heure, ça ne me fera rien du tout. Alors là, je lui bloque le passage. Je vous en prie, mademoiselle, passez, je vous en prie, monsieur. Et là, je pointe ici, j'y suis. Alors j'aurais pu faire un pas vers l'avant, hein. Je peux aussi, je sais pas, Philippe, tu es autour de moi ? Je suis là.
Voilà, donc je peux me déplacer, je vais saisir la barre. Alors, vous verrez que la plupart ont envie de l'attraper. Voilà, je vais laisser passer tout le monde, parce que si je bloque, ça c'est un truc qui peut vous arriver, si je bloque quelqu'un qui essaye de monter, bah, les portes ne se fermeront pas et le métro ne partira pas. Voilà, donc là, les portes se ferment. Et je vais, encore une fois, comme le train qui démarre, là j'ai vraiment la sensation de partir. Une fois que je suis dans le wagon, je ne peux plus me téléporter. Je ne peux plus me déplacer. Ce serait embêtant parce qu'en fait, je finirai derrière, dehors, sur les rails. La petite anecdote, c'est qu'au début, je n'avais pas bloqué la possibilité de pouvoir aller sur les rails. Donc évidemment, c'est la première chose que j'ai faite. Je me suis mis sur les rails, je me suis pris le métro en pleine tête. Et on l'a verrouillé parce que c'est vraiment pas agréable comme sensation. Mais il faut toujours commencer par le pire, et c'est comme ça qu'on voit ce qu'il ne faut pas faire aux patients. Donc voilà, j'étais dans la station 2, je vais arriver dans la station 3. Donc vous voyez que c'est un métro new-yorkais, il y a le plan d'ailleurs. Hop, où est-ce que je vais? Tu veux tes lunettes? Mais non, là je suis de loin, là je vois très bien. Hein. Voilà, alors, on est à 42nd Street. On va pouvoir aller danser. On est en plein Broadway, c'est là que les spectacles sont là. Voilà, je vais me téléporter, ou sinon, je peux faire un pas en avant. Et voilà comment ça se passe. Je peux sortir du métro et attendre qu'ils reviennent, ou alors je sors et je reviens. Donc c'est pareil pour tous les environnements de foule. Si je veux peaufiner un petit peu, ça je le supporte. Hein. Ensuite, je me tourne et je vais en ligne droite. En ligne droite, ça va. Voilà, je peux revenir dans le métro ou sortir. Voilà comment ça se passe pour la foule. Est-ce que tu peux me lancer dans le couloir, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez raccrocher, s'il vous plaît? Ça me gêne un petit peu le... Merci. Donc il y a beaucoup de clones, hein. Vous verrez qu'il y a plein de fois le même personnage, c'était une économie de ressources. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait le changer, donc un jour on vous le fera, avec des personnages plus jolis. Guillaume me l'a promis, mais on a tellement de choses, entre guillemets, plus urgentes sur des nouvelles fonctionnalités ou des choses qui vont apporter des choses en termes thérapeutiques pour le patient que enjoliver ce qui existe déjà, ça vient dans un second temps quand on a le temps. Donc, est-ce que tu peux mettre la densité au maximum et une bulle de protection maximum aussi, s'il te plaît. Alors vous voyez que là, il m'évite, hein. Je suis assez peinard. Vous voyez l'effort qu'ils font pour passer. Si je les bloque, alors là, ça va être difficile pour eux parce qu'ils vont plus avoir beaucoup d'espace pour passer sur le côté. Vous voyez qu'ils me laissent un peu tranquille. Si je me mets au milieu, bon, j'ai de la foule qui arrive. Alors, il y a un petit temps de réaction entre le moment où vous changez la densité de la foule et le moment où ils arrivent, puisqu'il faut les générer au loin et qu'ils viennent après. Donc, vous étonnez pas, c'est normal. Vous voyez que là, ça commence à bouchonner. Alors, diminue au maximum la bulle de protection, s'il te plaît. Et là, vous voyez qu'il passe, j'ai presque pu lui faire un petit bisou. En passant, on n'a plus le droit, donc il faut faire des bisous virtuels maintenant. Ah oui, ils sont pas masqués? Bah non, ils sont pas masqués, eux. Ça va faire du bien. Ouais. Alors, vous voyez qu'ils passent très proches maintenant. Et donc, quand on est au milieu de ça, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Voilà, vous voyez qu'on a vraiment cette sensation de défilement et pour les intolérances au mouvement, c'est tout à fait indiqué. Voilà pour la simulation de foule. Ah oui, je suis là, d'accord. Escalator, je vais avoir besoin d'un sujet sain. Non, de quelqu'un qui veut venir le faire. Et alors, escalator, terminé. Hop, escalator. Quelqu'un a envie de le tester, que j'ai eu l'occasion de le faire? Bah bien. Alors c'est là où l'escalator, il a donc différents environnements. Il a un tapis roulant. C'est celui que je vous conseille de faire pour le... Bah d'ailleurs, c'est celui qu'on va faire. On va faire. Allez, celui qu'on va faire. Donc... En piétinant sur place et en se déplaçant avec la manette, ouais, c'est possible. Bon, moi, j'ai tout essayé. Sur moi, il n'y a rien qui marche. Je suis un cas désespéré, je pense.
Donc on a le tapis roulant, on va régler la vitesse de la voie centrale, donc la voie sur laquelle elle va aller. Ensuite la file de droite, on peut l'enlever la file de droite, hein, ou en mettant off, ok. La file de gauche, alors le sens de défilement, on va les mettre en sens inverse pour qu'ils viennent dans l'autre sens de nous, ou alors on va en mettre un dans le bon sens et un dans dans le mauvais sens. Celui dans le bon sens, on va le faire dépasser, donc il va aller un peu plus vite. Ok, et celui en sens inverse à la même vitesse. La densité de la foule élevée, si on veut pouvoir travailler justement sur cette perception du défilement. Je mettrai à côté surtout pour l'entrée et la sortie. Et le type de carrelage, je vais vous le montrer, c'est pour pareil régler le défilement latéral autour du sujet. Allez, on démarre. Alors c'est peut-être un peu fort le son, je vais baisser un peu, voilà. Alors voilà comment ça se présente. On est en dehors du tapis roulant, donc il faut faire un pas physique, un vrai pas pour le coup, pour se mettre dessus. Donc il faut qu'elle avance. Alors attention à l'effet de l'escalator. Hein, on a anticipé son mouvement en pensant qu'on va être emmené. On ne l'est pas, donc on a une petite réaction posturale. La sortie de l'escalator, si ce n'est pas là suffisant avec ça, les escalators qui descendent, c'est beaucoup plus visible. Il y a une réaction posturale qui est très très violente. Et la plupart des patients sont éjectés. Donc, comme pareil, ils avaient la sensation d'être en déplacement, on a nos réflexes à la sortie d'un escalator de prévoir de devoir se porter en arrière pour décélérer. Et que là, on n'était pas en mouvement. Si on décélère comme ça va mal se passer. C'est ce qui arrive en tout cas sur les premiers. Donc, on le verra tout à l'heure, je m'en sers beaucoup chez les shooters de ça. Pas pour m'amuser à les faire chuter, mais justement pour qu'ils travaillent leur réflexe parachute et une déstabilisation soudaine imprévue et qui est assez péchu. Et ça, c'est péchu. Donc voilà le défilement, comment ça se passe. C'est assez long, ok. Donc on va accélérer, bien sûr. La file de droite, déjà, elle va aller beaucoup plus vite, ok. La file de gauche aussi, elle va aller beaucoup plus vite, elle va nous doubler. Wouah. Donc là, on a un défilement, voilà. Et puis la file centrale, on est à l'aéroport, on est pressé, il faut attraper son avion. Donc on va accélérer un petit peu. Ok, ça dure assez longtemps, c'est volontaire. Vous voyez les côtés ? Les côtés, on peut changer un petit peu avec du béton, donc il y a moins de défilement. Avec des mosaïques, il y a plus de défilement là. Ok, donc c'est un peu visuel et un petit peu thérapeutique. Ça change un petit peu la perception du flux. On va augmenter un peu encore. Et donc à la sortie de l'escalator, c'est pareil, il faut faire un pas physique, un vrai pas pour sortir de l'escalator. Donc on va voir comment elle s'en sort. C'est pas lié à l'âge. Là, vous avez des jeunes qui vont faire un salto arrière en sortant. Donc, c'est pas lié à l'habitude du jeu vidéo non plus, tout ça. C'est lié à, on n'en sait rien, mais il y en a qui ont une réaction très très forte et d'autres, comme on a vu tout à l'heure avec la sensibilité au flux optique, pardon, il y en a qui réagissent pas trop finalement, ça les perturbe pas. Là, vraiment, moi je mets un bras devant, un bras derrière et je m'attends au pire, normalement. Et même quand le patient est au courant. Hein. Voilà, vous voyez ? Moquez-vous, faites-le, mais avec quelqu'un à côté de vous. Hein. Ne le faites pas tout seul parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Voilà, donc elle peut se retourner maintenant si elle veut, et je pense le faire dans l'autre sens. Voilà. Alors on va arrêter là, hein, mais voilà, vous pouvez faire avant-arrière. Et c'est pareil pour les escalators qui montent et qui descendent. Il y a 3 tailles. Donc il y a un petit, un moyen et un très grand, type vraiment aéroport Middle East où ça descend vraiment violemment. La sortie est toujours spectaculaire, pareil. Et vous pouvez vous retourner après et remonter dans l'autre sens ou redescendre et faire des boucles comme ça. Le sens de l'escalator s'inverse de lui-même. Voilà, donc ça c'est un autre outil de choix pour le défilement, pour varier un petit peu, pour varier les vitesses sur les côtés, pour varier ça descend, ça monte, c'est tout droit. Le supermarché en moindre mesure, parce que c'est pareil, il y a de la fouille, il y a la bulle de protection. Mais les modes de déplacement font qu'on n'a pas beaucoup de déplacements linéaires. On se téléporte plutôt dans le supermarché. Après, on va saisir des objets. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir en détail, le supermarché qui est assez complexe, que vous n'avez pas forcément en plus. Donc, on va passer un petit peu dessus. C'est globalement la même histoire que la foule pour se déplacer. Ensuite, en rééducation, on va aborder toute l'instabilité, l'équilibre, donc avec des plateformes statiques ou dynamiques, l'amélioration des performances, la confiance en soi. On est sur la même chose classique. Motion programme, on vous le montrera tout à l'heure, c'est des déstabilisations par inclinaison ou impulsion. Les yeux ouverts avec du biofeedback
et les yeux fermés si on ne veut pas augmenter ou travailler la dépendance visuelle. La rééducation des limites de stabilité, on va demander aux patients de se pencher de plus en plus et de plus en plus vite pour aller toucher des cibles. En fait, vous verrez, c'est mignon, c'est une petite abeille qui est dans sa ruche. Il y a des fleurs qui apparaissent avec la taille, l'espacement et la fréquence à laquelle on a déterminé. Et on doit amener l'abeille butinée et du coup, il y a un pot de miel qui vient se remplir progressivement. Bird, c'est du contrôle postural avec possibilité d'inclure les membres supérieurs et d'attraper des papillons. On est très bucolique chez Virtualis. On est dans une belle région, on aime la nature. Et le ski dont vous pourrez vous servir aussi chez les PPPD pour le défilement, mais aussi pour tous ces patients qui n'aiment pas les temps blancs au ski. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en vestibulaire, moi, j'en avais beaucoup. Donc on vous a mis une option temps blanc, on est vraiment dans le brouillard et on doit quand même... Alors à la base, c'est fait pour travailler les transferts médio-latéraux d'appui, mais on a du défilement, on a l'inclinaison de la pente qui est réglable. On peut le faire sur plateforme statique, mais on peut aussi le faire sur plateforme dynamique avec même des bosses et un plateau plus souple, donc des stabilisations. Voilà, et on peut faire du temps blanc, donc c'est intéressant aussi.